Charles Benguigui, bonjour. Bonjour Kinneret. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseurs d'étoiles. Pourrais-tu te présenter à nous en quelques mots et nous raconter ton parcours jusqu'à ton arrivée en Israël? C'est moi qui vous remercie tout d'abord de m'inviter. J'en suis très touché, c'est si rare. Voilà, me présenter c'est un peu difficile. De vous dire que j'ai toujours adoré ce métier, que je coupais le son de la télévision de mes parents quand il y avait Star 90 ou Champs-Élysées présenté par Michel Drucker et je piquais le fer à repasser de maman pour prendre la prise et faire mon micro et faire le présentateur à la place de Michel Drucker. Je crois que ça, voilà, tout a commencé comme ça, dans ma jeunesse. Et puis après, ça s'est enchaîné sur une école de musique, le conservatoire. J'ai fait de la trompette, de la batterie. J'ai pu intégrer dans la deuxième musique de France en tant que batteur, ce qui me permettait de voir des chefs d'État lors de mon service militaire. Et la passion, bien sûr, de tout ce qui a toujours été la communication. Et surtout donner la bonne information aux personnes qui me suivaient. Je vais vous dire, à partir du moment, et grâce à mon cadeau de ma bar mitzvah, où j'avais demandé à ma famille, quand on me posait la question, ça paraît un peu chutzpah, on va dire en français culotté, mais c'était aussi à l'israélienne. Quand on me demandait tu veux quoi comme cadeau pour ta bar mitzvah, je leur disais de l'argent parce que mon cadeau il est très cher. Et on me disait c'était quoi? J'ai dit un émetteur CB. Je rêvais de pouvoir communiquer avec le monde entier. Il me fallait pour ça du matériel, une grande antenne dans mon jardin, etc. C'était vraiment, voilà, mon projet fou depuis l'âge de 12 ans. Et puis quand, après ma bar mitzvah, j'ai réussi à avoir vraiment le montant nécessaire pour pouvoir acheter un émetteur, mais j'ai commencé à faire ma première émission sur la CB, ce qu'on appelle, c'est la traduction en anglais de Citizen Band, la bande du citoyen, et je crois que tout est né comme ça. Ça veut dire l'idée de vouloir faire de la radio, de la télévision, etc., a commencé par justement ce moyen de communication qui était la CB. D'accord. Et ensuite, tu intègres les studios de TF1, c'est ça? Non, avant, c'était d'abord du décrochage sur M6 à Bordeaux, où je faisais, croyez-moi, mesdames et messieurs, bonjour. Voici le bulletin, élaboré et diffusé par le Centre départemental météorologique de Bordeaux. Ça, on présentait comme ça la météo sur M6 en décrochage pour donner donc la météo. Donc j'ai commencé par la météo sur M6, un truc incroyable. Mais avant, bien évidemment, M6 c'était beaucoup de radios locales qui ont été déjà des radios pirates, puis après des radios locales qu'on appelait. Et j'ai bossé pour Europe 2, Agen, Lot-et-Garonne, où j'avais une émission à l'âge de 14 ans. Je crois que j'étais le plus jeune de l'équipe, une émission de musique brésilienne. Pour quelle raison musique brésilienne? Parce que j'aimais toujours la musique qui bougeait, etc. Et c'est comme ça, avec mon accent du sud-ouest, que je présentais l'émission du Brésil. Voilà. Et ensuite, l'idée, après, bien sûr, de vouloir travailler à l'étranger, c'était mon rêve. J'ai postulé au Club Méditerranée, à la Bourse, donc au siège social qui se trouvait à la Bourse à Paris. On m'a demandé, pour être animateur, eh bien, il faut faire un casting. Alors, j'ai dit, ah bon, d'accord, et c'est quoi, quel casting? On m'a dit, il faut que tu apprennes un sketch de l'artiste, du comique que tu souhaites et que tu le fasses devant un public. Et suivant ta prestance, comment tu te sens sur scène, etc., tu pourras peut-être devenir animateur au Club Méditerranée. Et donc, j'ai appris un sketch de Popek. Voilà. Et bon, je vais pas vous le faire là maintenant, je crois qu'on n'a pas trop le temps, mais et je suis parti à Paris. Et donc toi, à la base, tu es originaire de quelle ville? Écoutez, mon père était dans la fonction publique, commissaire divisionnaire de police pendant, on va dire, 40 ans. Et comme il était dans la criminelle, dès qu'il était un peu trop connu par les voyous, donc sa vie était mise en danger. Et obligatoirement, donc tous les 3 ans, on quittait de ville. Donc moi, je suis né à Niort, dans les Deux-Sèvres, une ville que je connais même pas. Voilà, je suis né à Niort, la capitale des assurances en France. Puis après, beaucoup de villes, Carrière-sur-Seine, Paris, Saint-Gratien, Bordeaux, Agen, pour terminer dans le Lot-et-Garonne. Et beaucoup d'autres villes. Voilà. Donc très difficile de vous dire quelle était réellement voilà notre attache. C'était par rapport à la fonction de papa. Et puis je crois que c'est ce qui m'a donné aussi la bougeotte. Après j'ai voulu connaître le monde entier.
Et l'idéal pour moi, c'était d'intégrer bien sûr le Club Méditerranée. Je savais que c'était une grande école de la vie où on pouvait être sur scène, chanter. J'ai appris à chanter également. Voilà, ça m'a permis de faire aussi quelques premières parties au Club Méditerranée, dont celle de Enrico Macias qui venait chaque année au You Coral Beach, donc au Club Med de Eilat. Et également, on va dire très rapidement, 2 années de croisière avec Club Med 1, Club Med 2 en Indonésie, mais également en Micronésie, aux Caraïbes, avec toutes ces on va dire séjours qui étaient perles des Caraïbes, les îles grecques, mais également les îles Vierges, les Grenadines, etc. Et voilà, je crois que c'était la grande école qui m'a permis de pouvoir m'exprimer comme ça également sur scène. Et comment tu en es arrivé justement au journalisme, à l'information, à la communication? L'information, pour moi, c'était obligatoire parce que je trouvais qu'il y avait trop de désinformation. Et je crois que pour lutter contre la désinformation, il faut informer comme il se doit. J'ai toujours dit, les gens qui vous suivent, alors quand bien sûr on travaille pour une chaîne ou pour une radio, il y a une ligne à respecter, mais j'essayais de la respecter sans réellement la respecter parce que dès que vous êtes authentique, obligatoirement, vous faites plus partie, on va dire, de la ligne qu'on doit suivre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes françaises qui ont su se démarquer parce que justement il faut être authentique. Le public, je crois, ne comprend que cela. Votre audimat ne comprenne que l'authenticité. Aujourd'hui, dans un monde où justement rien n'est plus authentique et tout est bien calculé, etc. Donc je crois que c'est une exigence que je me suis donnée de vouloir avoir une carte de presse et de pouvoir également véhiculer la meilleure information comme il se doit. Alors après, bien évidemment, on va en parler sûrement de l'ALIA, etc. Aujourd'hui, cette responsabilité de véhiculer par le magazine, par mes interventions sur des chaînes d'information ou même sur les réseaux sociaux, elle est plus qu'importante parce que beaucoup aujourd'hui vous le disent, la guerre déjà de la communication, on l'a déjà perdu. Et je trouve qu'on n'apprend pas malheureusement de notre passé. Et aujourd'hui, il y a une vraie mission. Et chacun a une grande mission en Israël, du fait du lieu où on habite en Israël, du fait de faire son alia et de montrer en tout cas Israël dans son authenticité. Je crois que c'est un combat que je me suis quelque part donné et promis de pouvoir le faire sans répondre à aucune menace dont j'ai eu plusieurs fois. Et en toujours vouloir garder ce même cap de la vérité vraie. D'accord. Alors en 2005, tu vas sortir ton propre magazine gratuit et en mars 2014, tu vas lancer Radio Futée, l'unique radio francophone en Israël. Qu'est-ce que tu as voulu mettre en place à cette époque? Faire plaisir. Tout d'abord à mes annonceurs. À leur donner quelque chose que je pouvais pas leur donner dans le magazine. Le magazine, comme vous l'avez dit, il existe maintenant depuis 19 ans, il a passé sa majorité, quelque chose d'incroyable. Quand je me rappelle, quand j'avais été voir certains professionnels dans le domaine pour avoir quelques petits conseils, on m'a dit, écoute, ça m'avait marqué, la seule bracha, la seule bénédiction que j'ai eue, on te donne 3 mois. Et aujourd'hui, il a 19 ans. Voilà, depuis 2005. Comme quoi, Baruch Hashem, je pense que c'est grâce à toute une équipe, c'est grâce à un sérieux, c'est grâce à une authenticité là aussi, au niveau des personnes qui contribuent à faire à ce que nos colonnes soient intéressantes et soient vraies. Je reviens sur ce mot de vrai. Maintenant, et d'être authentique. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai que il n'y a pas de visuel, malgré les photos dans un magazine. Il manquait quelque part, le fait de pouvoir être entendu, donc l'audio, mais aussi le visuel, parce que toutes nos émissions sur Radio Futée, elles étaient filmées automatiquement et elles étaient en même temps mises en direct sur les réseaux sociaux. C'était une opportunité que m'a proposé en tout cas le collège académique de Natania, le NAC qu'on appelle, donc l'université à Natania, vu qu'il y a des studios là-bas, des studios de radio, des studios de télé, etc. Et j'ai pu grâce à ça, donner en tout cas une voix à mes annonceurs, mais également un visuel. Et puis après, ça a été tellement vite, c'était tous les artistes qui venaient. J'ai pu comme ça, je crois que j'ai été le premier. Il le dit, il a dit dans une des interviews, ça m'a beaucoup touché. Je vais parler en l'occurrence de quelqu'un qui n'arrête que vous aimez beaucoup également. Je pense à Amir. Amir, on a été vraiment les premiers à faire la couverture de Amir. Il chantait à un moment donné en duo avec un autre francophone. Il a commencé comme ça.
Et Amir nous a fait le plaisir 2 et 3 fois de venir, même avant l'Eurovision, quand il a présenté en tout cas sa chanson à l'Eurovision. Mais je parle aussi d'Enrico Macias, je parle également de Gilbert Montagnier. On a eu des hommes politiques qui sont venus, on a eu vraiment des personnalités du monde également, voilà, de la communauté française, francophone, israélite, qui a partagé le micro. Et pourquoi la radio n'existe plus aujourd'hui? Tout simplement parce que l'université, pendant le Corona, a fermé ses portes et donc j'avais plus l'accès. Voilà, à la radio. Et puis après, il s'est avéré que je suis pas revenu là-bas parce que la chaîne de télé I24, et en l'occurrence l'émission des Grandes Gueules avec mon ami Benjamin Pétrovert, m'a fait le plaisir de m'inviter régulièrement. C'était en plus le 20h international au moment donc des Grandes Gueules. Et j'étais donc énormément pris entre voilà l'audiovisuel, le magazine, les séjours voilà avec Voyage Futé. Donc il y avait plus de place et en même temps ça me permettait d'un coup de me rendre compte que c'était une plateforme internationale. C'est des millions de téléspectateurs qui suivent I24 et en l'occurrence donc les Grandes Gueules de Benjamin Pétrovert. C'était une occasion voilà là aussi d'être authentique. On m'invitait entre guillemets voilà pour certains on va dire le religieux, le barbu, l'intégriste, celui qui habite là-bas dans les territoires où j'appelle bien évidemment la région de Yehuda Veshomron qui nous appartient et nous appartient bien. Et c'est sûr que mon discours était très axé évidemment et très impliqué par rapport à nos convictions et à notre sainte Torah. Voilà, donc là, la raison pour laquelle j'ai plus beaucoup de temps. Depuis 19 ans maintenant, le journal Futé Magazine est publié. Combien de parutions ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui et comment tu organises ton magazine? Alors on est à la 337e édition. Ça me fait bizarre parce que, comme dirait l'autre, vieille aux branches. Hein. ça, voilà, on se sent plus tout jeune. Comment on l'organise? Bon, il y a un rédacteur en chef que je salue. Hein, j'en profite, Avi Messilati, qui est un homme, c'est une encyclopédiste, un homme exceptionnel, qui trouve toujours, et je lui ai donné cette responsabilité de trouver le thème, la thématique réelle donc de chacune des éditions. Aujourd'hui, le magazine a changé dans le sens où on choisit une thématique et on suit et on demande à plusieurs personnes, comme Guy Millière depuis Las Vegas, qui nous fait le plaisir de nous écrire des articles exceptionnels et beaucoup d'autres. Je vais pas, et je vous prie d'excuser, je vais pas les énumérer, les citer à chacun parce que j'ai peur d'en oublier, etc. Mais voilà, et c'est très engagé. C'est très engagé. Je sais que on nous a interdit, mais je veux pas dire parce que je veux pas faire de scandale ici. C'est pas le but dans cette vidéo. On nous a interdit dans certains endroits, etc. En étant un magazine de droite, d'extrême droite, etc. C'est vrai que on fait pas dans les petits papiers dans le sens où on dit ce qu'on pense. On le marque. Que c'est un magazine sans censure. Tu as déjà reçu des menaces sur certains articles que tu as publiés? On nous a fait sauter carrément et on m'a menacé quand j'ai eu l'idée, je sais pas si c'était une bonne idée, je le regrette pas, mais sincèrement, c'était la première fois que j'ai fait peur à ma famille. C'est quand Charlie Hebdo a sorti la fameuse couverture avec voilà le prophète Mahomet, mais lui il avait fait avec on va dire ce qu'il fallait pas mettre du bas vers le haut, vous m'aurez compris, pour rester tsanoua. Donc je l'ai fait faire par un autre caricaturiste qui a été aussi menacé, je veux pas donner son nom ici, en lui disant tu mets pas ce qui est en bas en haut comme il avait fait sur le Charlie Hebdo, mais je veux le faire aussi en Israël. Et dès que j'ai sorti cette couverture, d'abord ça a commencé par l'imprimerie. J'ai pas compris, l'imprimeur m'appelle et me dit il y a un problème Charles, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, je comprends pas. Apparemment, bon, il me dit d'une façon de dire je comprends pas, ta couverture elle est problématique. On a du personnel arabe, israélien dans l'imprimerie et apparemment ils ont fait une takala, ça veut dire ils ont fait comme une panne sur les machines et on a des problèmes pour sortir ton magazine. Alors je lui dis écoute, arrange-toi. Il n'y a aucune raison, c'est la liberté de la presse, il faut qu'il sorte ce magazine. Mais tu crois pas que ça va attirer, etc. Et moi j'étais vraiment à fond dans cette réalité-là et je voulais dire également, je voulais qu'on traite de ce sujet-là et surtout de ce qui était arrivé aux journalistes de Charlie Hebdo. Je pensais que c'était important de le réitérer, en tout cas ici en Eretz Israël, pour le lectorat francophone en Israël. Il est sorti, on l'a publié, sincèrement,
dans certains endroits, j'ai mes distributeurs dans le pays qui m'ont dit écoute, c'est chaud, t'as pas joué couverture. On a vu plusieurs Arabes qui ont tourné autour de nous, qui regardaient la couverture, qui parlaient en arabe. Franchement, on a fait une distribution où on a eu peur. Et là, je me suis rendu compte que waouh, c'était la première fois que ça arrivait, après des années donc de distribution, et j'ai compris que là vraiment, il y avait quelque chose qui se passait, mais je savais pas à quel point. Et on a tout simplement pris l'identité de Charles Benguigui de Futé Magazine sur les réseaux sociaux, et d'un coup, je suis devenu, pour le grand public, un diffuseur, vous vous rendez compte, d'exécution d'Al-Qaïda et de vidéos d'exécution. Ça veut dire que les vidéos d'Al-Qaïda qui passaient sur les réseaux sociaux, c'était ou Futé Magazine ou Charles Benguigui qui les postait. Ils avaient pris donc ma place, et ça me posait des gros problèmes, vu que tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu passes des exécutions d'Al-Qaïda à ton nom propre sur les réseaux sociaux. J'ai reçu des appels téléphoniques de gens qui parlaient très très mal avec un accent très fort arabe, et qui m'ont carrément menacé en me disant qu'ils allaient me faire la peau. Voilà, au même titre que les journalistes français en France. Et là, donc, on m'a conseillé, des gens très proches, d'aller déposer plainte, d'aller à la police. Et la police m'a conseillé de changer mes habitudes. De changer mes habitudes, de ne plus aller au même endroit, de faire attention, etc. et tout ça. Il a suivi à ça que mon site a sauté. Des personnes m'ont fait sauter le site. Donc, j'avais plus la possibilité de communiquer. Et j'étais devenu celui qui diffusait Al-Qaïda en Israël. Donc, bien évidemment, j'ai eu très peur. Et ça s'est tassé. Bon, après, il y a eu d'autres choses. Comme vous le savez, je ne sais pas si c'est un rapport avec ça. Alors justement, on va y revenir. Tu as choisi de déménager dans le Shomron il y a quelques années. C'est plutôt par idéologie ou plutôt pour t'éloigner de la ville? Ah non, je m'éloigne de personne, au contraire. Il me manque. Voilà, j'ai passé des années dans les villes où j'ai habité en Israël, dont en l'occurrence plus de 20 ans dans la ville de Natania. Idéologie, totalement. Ça veut dire qu'on m'a traité, j'ai envie de vous dire, 2 fois de fou. Quand j'ai fait l'Alia, on me dit t'es fou. Ils t'attendent pas là-bas, et puis de toute manière tu vas dans un pays en guerre, et en plus de ça, qu'est-ce que tu vas faire de dommage? Tu quittes là un emploi pour la première chaîne française à TF1, où je venais de faire un casting, j'avais remplacé Philippe Risoli dans le Juste Prix, et j'avais réussi avec brio mon casting chez Starling Productions, qui à ce moment-là réalisait La Roue de la Fortune, le Juste Prix et Vidéo Gag. J'avais signé pour rester, pour faire une carrière à TF1, mais comme j'avais Baruch Hashem un frère qui lui était toujours Israël, mon jeune frère, qui était lui en yeshiva, c'est carrément l'opposé, au Machon Meir à Yerushalayim, et qui me disait mais quand tu vas faire ton alia? Et je lui répondais jamais. Voilà, et ayant connu les Caraïbes, etc., je me voyais un jour vivre aux Caraïbes, etc., mais pas en France, mais par contre pour la carrière, oui, peut-être en France. Et ensuite, voilà, les choses de la vie ont fait que j'ai dit allez, pourquoi pas, je vais confirmer ce que lui a fait, etc. Et mes parents m'ont dit si tu y vas, nous on te suit. Donc j'ai senti qu'il y avait une vraie responsabilité. Donc pourquoi en revenir à votre question, 2 fois de fou, parce que pourquoi tu quittes une telle carrière à la télévision en France, etc. Et en plus c'est ta passion, c'est ce que tu aimes faire. Et venir en Eretz Israël et revenir à zéro ici, personne ne te connaît, qu'est-ce que tu vas faire, t'as pas la langue, etc. Et la deuxième fois fou, parce que oui, quoi est-ce que tu vas aller habiter là-bas dans ce que certains appellent les territoires occupés, où à chaque fois je les reprends, je leur dis non, peut-être discuter, j'ai envie de vous dire, c'est Yehuda et Shomron, c'est la partie intégrante de l'État d'Israël, et c'est important que ces gens-là qui là-bas, comme on nous a toujours dit, vous habitez là-bas. Je dis mais là-bas, vous avez eu votre là-bas à Natania. Et à Natania, il y a eu des attentats. Il y a eu des attentats de partout, jusqu'à Tel Aviv, etc. Arrêtez de dire là-bas. Même chez vous, là, vous avez aussi ce qu'il y a là-bas. Donc à chaque fois, j'essaye de faire comprendre aux personnes que les gens qui habitent là-bas ont quand même un grand srout, un grand mérite. Vous savez, si vous pouvez être tranquille, je fais un appel même aux touristes, sur vos sièges longues, autour de la piscine, dans les hôtels, c'est qu'il y a des gens aussi là-bas qui gardent vos frontières et qui sont là-bas pour garder notre grand Israël. Et c'est important quand on voit aujourd'hui ce qu'ils nous font. Donc oui, c'est par idéologie. Je pense que il y a quelque chose que je trouve pas dans les villes, dans le Shomron, en l'occurrence à Kdoumim. D'abord, vous vous rendez compte, les gens pensent que c'est un endroit qui est hyper gardé. Bien sûr qu'on est hyper gardé à l'extérieur, mais sans barrière,
tout est électronique, mais d'un autre côté, sachez que les gens vivent avec les maisons qui sont ouvertes la nuit. On ne ferme pas la porte. Et quand j'allais là-bas pour la première fois rencontrer des gens, je dis c'est pas possible, mais vous fermez pas la porte à clé, comme dans nos appartements, on peut faire dans les villes en Eretz Israël. Je disais mais pas du tout. Il n'y a pas de portail. Un portail n'existe pas dans une villa. C'est-à-dire il n'y a pas de building, il n'y a que des villas, des maisons dans des lotissements, etc. Mais les gens ne ferment pas pour vous dire. C'est très particulier. C'est-à-dire il y a une émouna exceptionnelle. Et c'est un paradis pour les enfants. Voilà, c'est un paradis pour les enfants. C'est vraiment Eretz Israël. On n'a pas peur, ils vont avoir un problème avec un mauvais voisinage. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, pour rentrer dans des endroits comme ça, de toutes les manières, ils font une enquête sur vous. Ils vous demandent réellement qui vous êtes, etc. et tout ça. Et c'est pas donné à tout le monde, voilà, d'habiter là-bas, mais c'est vraiment un paradis. Et je suis très heureux d'habiter là-bas parce que ça me donne une autre compréhension de la terre. Et je vais vous dire pour quelle raison. C'est que nous aussi, là-bas, on a pris des ouvriers voisins. Vous m'aurez compris de qui je parle. Et on pensait aussi, comme beaucoup d'autres, même si moi j'étais pas naïf et plutôt extrémiste. Et aujourd'hui, je dis, vous savez, l'extrémiste d'hier, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors on était peut-être à la vue de certains extrémistes avant, parce qu'on les connaît. Et nos parents les connaissent depuis l'Algérie, depuis l'Afrique du Nord, etc. De qui ils sont réellement. Mais aujourd'hui, on le voit. C'est ou eux ou nous. Alors, je veux pas, comment dirais-je, je pense que vous allez arriver à l'actualité, mais voilà, fier d'habiter là-bas et très heureux d'avoir une autre compréhension qui est autre que les gens qui habitent en ville, en habitant justement à nos frontières et surtout pour les préserver. Alors, on va revenir justement en janvier 2021. Tu vas être victime d'un attentat sur la route du retour. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Terrible. Vous en parlez, j'ai encore des frissons parce que je pense qu'encore à ce moment-là, j'étais naïf. J'avais partie aussi de ceux, comme beaucoup d'artistes, il faut faire la paix à tout prix, il faut chanter avec des artistes comme ça. Je disais tout, et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas responsable de réellement qui nous sommes. Ça veut dire quoi ? Quelle responsabilité j'ai d'être né de père et de mère juifs et d'être juif ? C'est peut-être une chance d'avoir eu des parents juifs, mais il y a des personnes qui ne sont pas nées juifs et qui sont de bonnes personnes. Et je pense que dans tous les peuples, il y a de bonnes personnes. Mais c'est ce que quelque part je pense profondément. Et je pense je pensais aussi jusqu'avant le 7 octobre, et j'insiste sur ça, jusqu'avant le 7 octobre, je pensais qu'il y avait une place vraiment pour le shalom et qu'on pouvait vivre ensemble. Et j'ai perdu ma naïveté, je peux vous dire, depuis le 7 octobre. Et j'en parle avec beaucoup de frissons. J'ai perdu ma naïveté avant, quand j'ai reçu, et ça répond à votre question, des pierres. Je me rappellerai toujours. C'était le premier jour de mon premier vaccin. Mon épouse étant travaillant dans le service médical à l'hôpital Laniado à Natania, voyons, on garde des liens à Natania, voilà, elle est régulièrement donc à Natania, et j'étais obligé de me faire quelque part vacciner parce que le corps médical demandait au conjoint également d'être vacciné. Donc même si au début je voulais pas me faire vacciner, j'ai été quelque part un peu obligé, donc je l'ai fait et j'étais content. Je dis voilà, si c'était comme ça, et je suis revenu et on était en pleine clôture de la prochaine édition et j'étais avec mon graphiste et j'étais au téléphone. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'attention de regarder sur la partie gauche de la route et j'ai vu deux jeunes, mais des jeunes âgés de 15-16 ans, des mineurs et avec des grosses pierres. Et j'ai réalisé, quand j'ai vu qu'ils prenaient, comment dirais-je, l'élan et d'aller vraiment prendre comment dirais-je, un élan pour avoir de la force et jeter des pierres en direction de ma voiture, j'ai compris que c'était pour moi. Tu étais seul à ce moment-là ? J'étais seul, j'étais tout seul, j'étais sans enfant, etc. Et j'ai eu le réflexe de baisser la tête et d'accélérer. J'ai toujours dit, comme dans les génériques de Starkey Hutch, etc., j'ai eu la chance qu'il y avait personne devant moi, donc j'ai pu vraiment, j'ai entendu le moteur, je croyais que j'allais vraiment exploser le moteur tellement qu'il a rugi le moteur, parce que j'ai vraiment appuyé au plus profond que je puisse y appuyer sur l'accélérateur. Et d'un coup, j'ai reçu des verres. Mon pare-brise s'est cassé en 1000 morceaux et la vitre sur le côté. La pierre, ma chance a été que la pierre n'est pas rentrée, mais j'ai eu toutes les vitres de cassées. Vite, j'ai appelé ce qu'on appelle le Moked, le service de sécurité là-bas. Et on m'a dit où tu es, j'ai trouvé un panneau, on m'a dit voilà, continue vers tel Yishuv, telle localité israélienne, et on arrive, et reste sur le bas-côté.
au moment où je me suis arrêté, j'ai vu que mon pied droit m'est tremblé. J'ai jamais tremblé, je savais pas ce que c'était, même quelqu'un qui tremble. Je me suis surpris. Et ce qui m'a choqué, c'est que quand la police et l'armée m'a demandé de descendre, je pouvais plus ouvrir la portière. Donc je me suis rendu compte, et j'ai condamné ça sur les médias également. J'ai titré ce qui m'est arrivé comme le terrorisme silencieux. Et c'est du terrorisme silencieux parce que pour certains quotas, le gouvernement israélien à ce moment-là ne voulait pas déclarer les accidents de la route et d'expliquer en tout cas quelle était la raison de l'accident de la route pour ne pas faire monter justement le taux de terrorisme en Israël, pour calmer les choses, etc. et tout ça. Et combien malheureusement d'accidentés de la route ou d'accidents n'ont pas été élucidés, où ils n'ont pas dit la réelle cause, et malheureusement beaucoup de personnes recevaient des pierres et mouraient en faisant par la suite des tonneaux avec des accidents et des tonneaux avec leur voiture. Ils ont une technique, j'ai reçu exactement 3 grosses pierres, une sur le pare-brise, une sur la vitre gauche et une au niveau de la poignée de la porte pour que justement on ne puisse pas ouvrir si vous vous arrêtez, et ensuite ils finissent le travail, comme vous le savez, avec une arme blanche. Ils ont complètement l'habitude, et ils le font tous les jours et ça arrive plusieurs fois par jour, et malheureusement il y a tout le temps des grandes catastrophes. J'ai eu de la chance d'avoir un réflexe, d'accélérer, de baisser la tête et de continuer, mais c'est sûr que cette naïveté-là, je l'ai perdu. Et une première fois, cette année-là, où j'ai eu cet attentat perpétré donc contre ma personne, et la deuxième fois, après le 7 octobre. Évidemment qu'aujourd'hui, je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance, et c'est un peu, j'ai envie de vous dire, mon coup de gueule. Quand j'entends, et je ne demanderai pas, parce que je veux pas que cette vidéo fasse polémique, mais quand j'entends qu'il y a des personnes dans le service médical qui se permettent aujourd'hui en Israël, mais sincèrement, d'avoir tout appris, d'avoir tout eu de l'État d'Israël. Encore une fois, c'est un scandale qu'il y ait des psychométriques pour les Israéliens et des psychométriques pour les Israéliens arabes. Et je précise, ça veut dire que quand vous devez avoir 500 pour rentrer et pouvoir étudier dans les universités israéliennes médecine, eh bien eux, je dis bien eux, parce que j'ai pas envie de les nommer, ont besoin seulement de 370. Et je ne comprends pas aujourd'hui comment l'État d'Israël donne le médical, justement, à toutes ces personnes qui se permettent de soutenir le terrorisme et qui se permettent d'être des fois vraiment de faire des grèves dans des services médicaux en Eretz Israël. Croyez-moi, si j'étais directeur de certains hôpitaux, ou je ne sais pas, ou ministre même, au niveau de la santé, je les prendrais par le callback et je leur dirais, mon coco, on t'a tout appris ici en Israël. T'as fait tes études en Israël. On t'a permis de pouvoir étudier. On t'a donné un métier. On te donne un salaire et tu te permets encore de soutenir le terrorisme de tes frères de Gaza. Eh bien, va chercher ton salaire là-bas. Va chercher ta mascorette chez tes frères. Mais ne viens pas ici tout apprendre, tout avoir, prendre la place. Parce que c'est aussi ça, c'est prendre la place de nous les Israéliens, de nous les Juifs de notre pays, pour leur donner la place et pour nous mettre nous-mêmes en danger en Israël. On met aujourd'hui le médical en danger, tout le médical, que ce soit pharmacien, infirmier, infirmière ou médecin. C'est un scandale. On a pu te voir de très nombreuses fois sur le plateau d'I24 et on peut remarquer que tu prends souvent la parole sur les réseaux sociaux. On sent ce besoin de t'exprimer et de passer du coup des coups de gueule. Quelle est ta vision d'Israël? Ça veut dire comment tu vois ton avenir, celui de tes enfants et surtout l'avenir des Juifs à travers le monde. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous exprimer ta façon de penser? Je vais vous donner un discours qui est grave. La vérité, moi qui suis tellement positif, et comme je dis, la positivité a fait avancer les choses et il faut croire et allez, on va essayer de faire la paix, de vivre tous ensemble, etc. Malheureusement, j'y crois plus et je suis très inquiet. Et c'est pas du tout mon image de quelqu'un qui a l'habitude d'être jovial, etc. Je suis très inquiet, bien sûr, pour les générations futures. Je suis papa de 6 enfants, de 5 garçons, d'une fille. Baruch Hashem du même mariage. Voilà, parce qu'à chaque fois, des fois, on me dit non, Baruch Hashem. Et Admé Ave Esrim. Et je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que je trouve aujourd'hui, moi, qui suis pour la démocratie, j'ai envie de vous dire que si on me donnait des responsabilités, je vous dirais que ces gens-là, c'est même pas des gens. Et j'ai qui en face de moi? C'est juste le seul problème que tout le monde a. On n'a pas su associer avec qui on voulait faire la paix,
avec qui on voulait réellement parler. Et est-ce qu'on parle réellement de ce fameux mot paix? On parle d'une vraie paix? Je crois que là, depuis le début, tout est faussé. Mais quelle est, en tout cas, la personne qui j'ai en face? Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de personne. C'est pas des êtres humains. Après tout ce qui s'est passé, quand ils ont banni, traqué, quand ils ont violé nos femmes, quand ils ont violé nos filles, quand ils ont mis des bébés dans des micro-ondes, dans des fours, devant les parents attachés, quand ils nous ont abattus, coupés en morceaux. Mais vous vous rendez compte, et je pèse mes mots quand je dis ça, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que le monde entier ne veut pas voir. Il y a des grands artistes, des grands, on l'a vu encore hier, acteurs américains, etc., qui viennent sur place, qui pleurent et qui disent mais c'est pas possible. Si on l'avait pas vu, on ne l'aurait pas cru. C'est comme aujourd'hui encore quand j'entends dire que les camps de concentration des SS n'ont pas existé. Mais aujourd'hui, on a un vrai travail de communication à montrer que le juif, il est banni, traqué. Et depuis des générations et des générations. Est-ce que tu penses que ça sert de prouver au monde que ça existe ou que ça a existé? Est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, la vision du juif, de toute manière, elle est faussée? Il y a un antisémitisme qui est croissant à travers le monde et que quoi qu'on fasse, on pourra pas changer cette vision du monde. Je vais vous dire, hélas, changer, même si on montre qu'on est les plus bons et que on met des petites bombes qui sont pas trop fortes et que c'est pas nous qui avons, enclenché l'incendie des tentes, etc., à Gaza, etc. À force de prouver, on voit qu'il y a des dirigeants dans le monde, et je vais pas les préciser, vous voyez de qui je veux parler, peu importe leur embargo, peu importe ce qu'on leur fait, ou on leur saisit les bateaux, ou on leur saisit ce qu'ils veulent, ils continuent à envahir les pays qu'ils veulent envahir, et ils veulent certainement envahir, et ça fait bien peur, bien évidemment, aux Européens, l'Europe. Maintenant, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'était une phrase de mon grand-père, que Dieu repose son âme en paix, qui était un pieux, qui travaillait à la Khevrat Kadisha en Algérie, et qui disait quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Et j'acceptais pas non plus. Et je disais, comment mon grand-père pouvait dire une telle chose? Vous savez ce qu'il disait? C'est dur, hein. C'est dur parce qu'il y a quand même des gens qui nous ont aidés. Il y a des justes pendant la guerre qui ont aidé des juifs, et je suis conscient de ça. Donc, et je tire mon coup de chapeau. Et combien de gens également sont convertis, qui sont aujourd'hui, je connais des gens qui viennent pas de mère et de père juifs et qui sont exceptionnels. Et comme je dis, qui sont même mieux que nous. Et on pourrait vraiment essayer de prendre exemple sur eux. Donc, je vais vous dire quelle est la phrase. Tout ce qui n'est pas juif est anti-juif. Et ça, c'est terrible. Et aujourd'hui, cette phrase, j'ai l'impression qu'elle est encore plus d'actualité. Et ça me fait mal de pouvoir... Je sais pas si je la partage à 100%, tout ce qui est anti-juif, tout ce qui est pas juif, tout ce qui n'est pas juif est anti-juif. Je sais pas si je le partage, mais en tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, mais combien on peut être naïf. On a cru que c'était là-bas les attentats et on voit qu'ils font ce qu'ils veulent. Vous vous rendez compte que l'Iran a envoyé plus de 300 missiles sur l'État d'Israël. Ce Motzei Shabbat, il y a quelques Motzei Shabbat de cela. Comment un pays peut appuyer et peut croire à éliminer notre peuple? Moi, je vais vous dire en un mot. Béhémet, si aujourd'hui on me donnait des responsabilités au niveau politique, même si j'y pense pas, c'est pas du tout ma vision, je déclarerai que à partir d'aujourd'hui, Israël n'est plus une démocratie. Cette démocratie ne nous aide pas du tout. On est un petit peuple qui représente dans le monde entier une petite pointe dans le monde. Bibi Netanyahu l'a montré lors sa dernière interview sur LCI, qui devait être, entre guillemets, à TF1, où ils se sont bien fait entre guillemets, en pensant qu'il allait être interviewé sur TF1, et à la dernière minute, ça a été mis sur LCI. Voilà. Par rapport à des pressions, ils ont eu peur que la tour de TF1 saute à Paris. Bon, mais bref. Maintenant, il a montré une carte des pays arabes en vert, l'Iran en noir, et Israël. Israël, on la voyait même pas, c'est un point. Je déclarerai que Eretz Israël n'est plus une démocratie, et je ferai les lois comme il se doit ici. Celui qui a la nationalité israélienne, très bien, mais il y a des lois en Israël, il faut les respecter. Celui qui ne respecte pas la loi, obligatoirement, qu'il soit déchu de sa nationalité, et on renvoie la famille. Quand quelqu'un, se permet de mettre en jeu la sécurité de l'État d'Israël en ayant la nationalité israélienne, je comprends pas encore pourquoi on discute. Je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi il y a autant de manifestants. On est tous pour, évidemment, que tous nos otages reviennent sains et saufs.
Qui nous sommes pour parler si on avait quelqu'un, un membre de notre famille qui était là-bas? Bien évidemment que je les comprends. Mais aussi, je comprends une chose où il faut pas être naïf, qui est très politique, c'est de mettre à tout prix Bibi Netanyahou dehors. Je vais pas parler de politique, il est bien, il est pas bien, qu'est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'on serait arrivé à ça, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, il tient bon, et il faut qu'il tienne bon. Nous avons aujourd'hui, malheureusement, nous sommes entourés de pays qui veulent la destruction totale de l'État d'Israël. Ils l'ont prouvé, il faut éradiquer le Hamas obligatoirement, mais sans parler de pourparler quelconque, etc., qui ferait tout simplement dire que nous avons perdu la guerre. Et j'irai même plus loin de vous dire, et quand je parle à des Israéliens, et je leur dis même dans des médias israéliens, faites attention, et je leur dis avec un doigt très accusateur, vous serez responsables, Chazvé Shalom, et dites-moi Chazvé Maria si vous voulez aussi, mais vous serez responsables d'un 2e 7 octobre, d'un 3e 7 octobre et d'un 7e 7 octobre. Là, on parle depuis Netanya, dans une localité très proche de Netanya. Ils se sont amusés à rentrer sans armes, voir s'ils pouvaient rentrer, etc. Ils sont rentrés. Toutes les villes sont menacées de l'État d'Israël. Nous sommes entourés, de localités, de villages arabes autour d'Israël, et ils ont testé l'État d'Israël. Et ils nous testent pour savoir si on est vraiment aujourd'hui fort ou si on est faible. Et 300 missiles qui arrivent sur l'État d'Israël, ça peut être demain 3000, ça peut être demain 300 000, avec plusieurs pays. Et pareil, 3000 terroristes qui rentrent dans le nord du pays, ça peut être 30 000, et je ne sais pas si on sera capable de faire face. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir une main qui est forte. On doit montrer que c'est nous qui éradiquons le terrorisme en Israël et dans le monde, et de ne pas avoir peur de cela. Et pour répondre, Kinneret, à votre question, peu importe ce que le monde pense, il faut surtout pas vouloir ressembler au monde, parce que de vouloir ressembler tellement aux autres, c'est ce qui malheureusement nous met en danger, et c'est ce qui malheureusement fait perdre notre identité et également notre croyance au Tout-Puissant. On a aujourd'hui un combat à faire, nous n'avons pas commencé la guerre. Ils ont eux commencé la guerre, et c'est ce qu'il faut rappeler à chaque fois. On ne nous a pas donné le choix. Et ne serait-ce que pour la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés, de tous ces Khatoufim, otages qui sont actuellement à Gaza, et tous ceux qui sont morts, nous avons un travail à faire, d'éradiquer le Hamas dans sa totalité. Alors Charles, on va parler d'un sujet un peu plus léger. Tu as une toute autre activité à laquelle tu consacres désormais énormément de temps, qui sont les voyages. Tu nous en parles ? Avec plaisir, ça m'a tellement manqué. Ça veut dire avant c'était dans le Pakacher, avant de faire Teshuva, c'était au Club Méditerranée, etc. C'est vrai que ça a été une belle école. J'aime tellement le public. J'aime les gens. Et je crois que dans ce métier, et c'est pareil pour le magazine, il faut vouloir partager, il faut aimer cela, il faut aimer son prochain. Et de leur organiser dans des lieux féeriques, dans des croisières somptueuses qui ne sont pas Club Med 1 et Club Med 2, vu que là c'est une compagnie israélienne totalement cachère avec synagogue, Sefer Torah, etc. J'ai la chance de faire ce métier avec quelqu'un qui m'est très cher, c'est un ami, il s'appelle Benjamin Tayeb, voilà. C'est la société Binat Janti. On fait ça donc depuis quelques années ensemble, et on réussit, c'est vrai, avec brio. On essaye d'apporter dans la légèreté en même temps des cours de Torah avec des rabbinim qu'on fait venir dans nos séjours, de faire attention d'avoir une cacheroute comme il se doit, et et de leur apporter du rêve, de la légèreté dans des beaux endroits, parce que je crois que tout le monde a besoin justement de se divertir, on a besoin de sortir de cette actualité qui est très lourde, et j'essaye bien sûr de ne pas parler de politique dans les séjours, et de ne pas faire mes prises de coups de gueule, c'est vrai, sur les réseaux sociaux dont vous avez parlé tout à l'heure, qui me permettent d'avoir beaucoup de vues, et de pouvoir dire certaines vérités, parce que des fois je n'attends pas qu'on m'invite. Il y a des fois des sujets qui méritent d'être traités sur le moment. Je sors ma caméra, et je me filme, et je poste. Et je pense que on a chacun une responsabilité. Je vois en tout cas par rapport aux menaces qui subsistent, mais je continuerai. Voilà. À partir du moment où je sais que je dérange, où la vérité dérange, alors je me rends compte que on est sur le bon chemin, et je me dois, tout simplement, de continuer à véhiculer cette vraie information.
parce que j'espère que quelque part elle fait prendre conscience de la réelle réalité, où on fait que de la censure, de la désinformation totale, etc. Et si c'est ma responsabilité de le faire, au risque des fois de courir des risques, eh bien je prends ça sur moi et je continuerai à le faire. Voilà. Kol hakavod. À terme, quels sont tes objectifs? Est-ce qu'on pourrait espérer te réentendre à la radio? Et surtout, quel projet aimerais-tu te voir proposer? La télé. Et pas la radio. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de réseaux sociaux et les petits podcasts, les petits extraits comme ça qu'on voit en vidéo, les gens aiment l'image. On est dans un monde aujourd'hui d'image. Donc j'ai l'impression que la radio, elle est ça y est, elle est dépassée. C'est de l'ancien temps. C'est de l'ancien temps, malgré que j'adore la radio, parce que les gens de radio vous diront c'est pas de la télé, c'est quand il y a autre chose. Donc oui, la radio, mais surtout la télé. La télé, mais une télé de proximité, une télé pour le citoyen. Un peu comme j'ai entendu, voilà, sur C8 hier, ils fêtaient que c'était la première chaîne d'information en France qui a dépassé d'autres chaînes d'information. Ils disaient, notre réussite, c'est sur deux choses. C'est sur l'authenticité, sur les vrais sujets et sur le fait qu'il y ait une bonne entente dans l'équipe. Ça manque. Une télé de droite, j'ai envie de vous dire d'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui prime en Israël. Ce serait que de l'information, il y aurait du divertissement? Non, j'aimerais aussi du divertissement. J'aimerais pouvoir divertir avec des émissions à faire gagner. Ça serait mon rêve. Dans un moment difficile pour les gens, être sponsorisé peut-être par une banque et pourquoi pas leur faire gagner de l'argent comme dans des jeux où vous gagnez de l'argent en France. Ça serait vraiment un rêve d'avoir des invités qui puissent gagner de l'argent, qui puissent en sortir en Israël où la vie, comme de partout, a énormément augmenté, mais aujourd'hui où la vie n'est pas facile. Et je tire mon coup de chapeau à toutes ces personnes qui ne veulent pas revenir ailleurs, en France ou je ne sais pas dans quel autre pays, et ils galèrent dans leur quotidien pour subsister, pour pouvoir donner un avenir à leurs enfants, etc. J'aimerais de pouvoir réussir à donner ce bonheur, autant dans l'information avec une vraie actualité, mais de droite par rapport à mes idées. Et voilà, et encore une fois, et pas être piégé dans certains plateaux de télévision où on me dit, est-ce que vous pensez, Monsieur Benguigui, que la Gay Pride n'est pas une tentation à vouloir faire manifester des personnes contre cette idée, etc. et tout ça? Je leur dis, allez demander au pape. Pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi il n'autorise pas sur la place Saint-Pierre de faire manifester les homosexuels? Alors pourquoi voulez-vous que nous, dans notre capitale sainte et indivisible de Jérusalem, on va faire passer la Gay Pride? Alors, vous me posez la question, mais pourquoi tout le temps on doit faire pire que les autres? Au nom de, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'être comme les autres, on doit devenir pire que les autres? On n'a pas des valeurs à assumer? Je vais pas manifester parce que je suis hétéro ou je suis vous comprenez, donc voilà, c'est grave de toujours vouloir faire comme les autres et d'être pire que les autres et de peut-être pas comprendre que ce qui nous arrive aujourd'hui c'est peut-être de notre faute. On a une conscience, chacun, on a un travail peut-être à faire aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une xéra? C'est pas une maca du ciel? On va me dire, ah, Chas Shalom, ne dis pas comme ça. Comment? Et c'était des innocents, et pourquoi? Et c'était, on a tout entendu. Et ça aussi, c'est quelque chose que je veux condamner. Quand on me dit, ah, mais là-bas, tu sais, là-bas, dans ces kibboutz, c'était pas des religieux. Alors, je leur dis tout de suite, n'est pas ce discours. Parce que quand il y a eu, justement, à Méron, une catastrophe, c'était pas des religieux, c'était des charedim. Et pourtant, les estrades se sont écroulées. Ils ont fait quoi? Ils ont été à l'Eiloula d'un grand rave. Et ils sont pas morts? Ils sont morts. Alors vous voyez toutes ces petites comparaisons, etc. Là-bas, ça c'est pas des religieux, et là pourtant c'était des religieux, et tous ces discours-là, on en a marre. On en a marre, et je crois que il est temps vraiment de se regarder devant un miroir et de se dire les vérités. Et si alors ça suffit pas, voilà, des médias qui seraient bienvenus de droite pour dire enfin des vraies vérités. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, mais malheureusement, ils souffrent en silence. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas un média aujourd'hui pour le citoyen où tout le monde puisse s'exprimer. C'est mon rêve. Donner la parole aux autres. Pas faire une télé pour moi ou faire mon émission à moi en tant qu'animateur, mais donner la parole aux autres, à des gens qui ont quelque chose à dire de constructif pour pouvoir justement améliorer le quotidien de tout un chacun en Israël. Razak. Charles, merci de nous avoir accordé ce merveilleux portrait de toi, en te souhaitant la réussite de tous tes projets et le meilleur pour toi à venir. Merci Kinneret. J'ai du mal à répondre à des questions, mais ça m'a fait tellement plaisir, vous le faites tellement bien. Et merci en tout cas de m'avoir invité. Et merci à vous et
Je terminerai avec 3 mots. Am Israël Chai. Amen.